L'État. L'État est un phénomène historique, sociologique et politique pris en compte par le droit. Il a été, pour les collectivités humaines qui s'en sont dotées à partir du XVe siècle, l'instrument d'affirmation de leur souveraineté aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Il est la première des institutions politiques et le seul sujet de droit qui bénéficie d'un attribut fondamental, à savoir la souveraineté ou l'indépendance. Si l'idée d'État est très ancienne, puisqu'elle remonte loin dans l'histoire, l'Antiquité, par exemple, a connu la polis ou la cité-État, telle Thèbes, Sparte, Athènes, Rome, etc. Ce n'est qu'à partir du XVe siècle que la notion moderne de l'État, avec E majuscule, s'est introduite dans le vocabulaire politique européen, Stato, en italien, sta, en allemand et state, en anglais, says. Elle désigne désormais la structure institutionnelle qui régit la vie d'une population vivant sur un territoire géographique donné, qui la contraint et qui l'administre, se caractérisant par une souveraineté interne et externe. Cependant, si l'État moderne a été conçu en Europe, ce n'est pas un phénomène uniquement européen. Ainsi, depuis la Seconde Guerre mondiale, de nombreux peuples et nations se sont constitués en États, sur les territoires qu'avaient colonisés les puissances européennes. Cette multiplication et cette mondialisation du phénomène étatique sont d'ailleurs aisément vérifiables. Lors de sa création en juin 1945, l'ONU ne comprenait que 51 États membres, alors qu'actuellement, elle en compte 19 317. Cette réapparition est due essentiellement à l'essor intellectuel. Toutefois, malgré leur nombre et leur extrême diversité, les États constituent une catégorie juridique unique. En effet, quelle que soit sa taille, sa forme ou sa puissance économique ou militaire, du point de vue juridique, l'État apparaît toujours comme une entité abstraite, une personne morale de droit public. Il se présente comme une institution juridique. Cette réapparition est due essentiellement à l'essor intellectuel de la Renaissance, notamment en Italie où Machiavel, l'un des premiers qui en fait l'analyse notamment dans Le Prince, 1513. Elle coïncide en fait avec l'éclatement des empires en entités politiques souveraines, lesquelles refusaient de se soumettre à l'autorité d'autres entités politiques. Le roi de France est empereur en son royaume, selon l'adage des légistes français. 5 http www.droit.univ-nantes.fr/ressources/leclerc/chp1-patrimoine europe-s1.pdf. L'État est un phénomène historique, sociologique et politique pris en compte par le droit. Détentrice du pouvoir politique et au nom de qui ce pouvoir est exercé, il se matérialise par la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir, une population, un territoire et un gouvernement, et se distingue des autres collectivités territoriales par le critère de la souveraineté. C'est d'ailleurs en sa qualité d'entité souveraine que l'État exerce ses compétences, tant internes qu'internationales et qu'il est reconnu par les autres États en tant que membre de la communauté internationale et sujet du droit international. Afin de mieux cerner cette notion, il conviendrait alors d'étudier successivement les trois points suivants, les éléments constitutifs de l'État, section 1, ses caractères juridiques, section 2, et ses principales formes, section 3. Section 1, les éléments constitutifs de l'État. Considéré comme une personne juridique, tant en droit constitutionnel qu'en droit international public, l'État est communément défini comme une collectivité qui se compose d'un territoire et d'une population soumis à un pouvoir politique organisé et se caractérise par la souveraineté. 18. Il ressort de cette définition que l'on est en présence d'un État, au sens juridique du terme, lorsque les trois éléments constitutifs suivants sont réunis. Une population permanente, qui habite le territoire de l'État et se trouve de ce fait soumise à l'autorité de ce dernier. Un territoire défini, qui fixe le cadre à l'intérieur duquel l'État exerce son pouvoir de commandement à titre exclusif. Un gouvernement, capable d'assurer les fonctions internes et externes de l'État. Nous examinerons successivement ces trois éléments. 1. La population. Un État est tout d'abord un groupement humain, une population.
On ne peut en effet parler d'État sans qu'il y ait une population permanente. D'ailleurs, l'autorité de l'État, c'est-à-dire son pouvoir de donner des ordres et de les faire respecter, souveraineté ratione personae, s'exerce en premier lieu sur un groupe humain. Pendant longtemps, on a considéré que la population d'un État était une nation. Il y aurait alors coïncidence entre l'État et la nation 19. Cependant, de nos jours, cette thèse n'est plus défendable, car elle confond deux notions entièrement différentes, l'État, qui est une notion juridique, désignant aussi bien un fait géographique qu'une structure politique, qui peut d'ailleurs englober des populations différentes ne constituant pas toujours une véritable nation, et la nation, qui est un concept sociologique et politique vain. En outre, elle ignore l'originalité de la nation, laquelle peut préexister à l'État et indépendamment de sa personnalisation éventuelle sous cette forme juridique. En conséquence, afin de ne pas faire d'amalgame, il convient de préciser le concept de la nation à la fois par rapport à la notion de population et par rapport à celle d'État. À population et nation. La nation 21 est une notion relativement récente, car autrefois, les gens se définissaient plutôt par leur religion que par leur nation. Elle désigne généralement un groupement humain dans lequel les individus se sentent unis les uns aux autres par une communauté de traditions, de culture et d'aspirations et se conçoivent comme différents des individus appartenant aux autres groupements nationaux. 22. 4 mars 2020. Cependant, en raison de la diversité des facteurs sous l'influence desquels se forme une nation, il n'y a pas d'acception universelle de ce concept, et toute une littérature s'est efforcée de préciser ses contours. 23. Deux conceptions théoriques se sont longtemps opposées à cet égard, depuis le XVIMS, l'une dite objective et l'autre dite subjective. À la conception objective de la nation. Cette conception coïncide avec la thèse allemande qui fut forgée par certains philosophes germaniques, R.D. Hegel, Fichte, 24 au XVIe et 19 siècle. Elle s'organise autour des notions de peuple, R.D. et Hegel, de territoire ancestral, Barré et Maurras, et de langue, Fichte. Elle considère donc la communauté nationale comme déterminée par des éléments de fait, objectifs, tels que la langue, la religion, la géographie, l'histoire et surtout la race. Cette conception a été surtout exaltée en Allemagne. Elle a d'ailleurs été mise en œuvre sous le Troisième Reich, par Adolf Hitler, au profit de la race aryenne et de la nation allemande. On peut également y rattacher la politique d'apartheid en Afrique du Sud, 1948-1994, le conflit qui s'est déclenché en Bosnie-Herzégovine en 1991, au nom de la purification ethnique, le génocide des Tutsis au Rwanda en 199-1425, etc. Évidemment, ce fantasme d'une race pure, qui conduit souvent au génocide, ne repose sur aucune base scientifique. De la conception subjective de la nation. Elle considère que cette conception est celle qui correspond à la thèse française. Elle participe de la théorie du contrat social, Fustel de Coulanges, Mich. Helley et Ernest Renan. Elle considère que le processus de formation d'une nation est beaucoup plus complexe et qu'à côté des éléments ethniques, il faut également prendre en considération les événements, les liens historiques, les intérêts communs et surtout, les liens spirituels. Il s'agit donc d'une conception volontariste de la nation, celle d'une communauté très largement ouverte, fondée sur l'existence d'un désir profond et d'une volonté durable de vouloir vivre ensemble. Selon cette conception, les nations se forment donc sous l'influence de facteurs aussi nombreux que variés. Sans doute, les éléments objectifs, la langue, la religion, la culture, etc., comptent parmi ces facteurs, mais quelle que soit leur influence, ils ne sont pas eux seuls déterminants. Il y a lieu de les combiner avec les éléments subjectifs,
tels que les événements historiques, les guerres, les invasions, les calamités naturelles, les années de prospérité, les réussites communes, la communauté d'intérêt, principalement d'ordre économique, qui résulte, en grande partie, de la cohabitation sur un même territoire, le sentiment de la parenté spirituelle, le fait que sans avoir les mêmes croyances ou le même niveau intellectuel, on réagit d'une façon